Je suis toujours ravie de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Merci de suivre Instant Vérité et dans Matin Bonheur, bien évidemment. À chaque parution, certains applaudissent, d'autres crient au chantage. Évasion fiscale, fraude douanière, corruption, mauvaise gouvernance, l'éléphant déchaîné est à l'origine de nombreuses révélations. Créé en 2011, l'hebdomadaire satirique initie le journalisme d'investigation en Côte d'Ivoire selon Thiemoko Assalé, son directeur général. Mais journalisme d'investigation ou manipulation, personne ne le sait. Cependant, entre scoop et révélation spectaculaire, Thiemoko Assalé se met à la politique. Candidat malheureux aux législatives de 2016, le patron de l'éléphant déchaîné se fait élire maire de Thiassalé en octobre 2018. Alors, du journalisme d'investigation à la politique, que recherche donc Thiemoko Assalé? Le journalisme d'investigation peut-il s'accorder avec la politique? L'éléphant déchaîné pourra-t-il continuer, mesdames et messieurs, à dénoncer les pratiques politiciennes? Pour répondre à ces interrogations, nous avons sur le plateau de Instant Vérité Antoine Thiemoko Assalé, journaliste, fondateur de l'hebdomadaire L'éléphant déchaîné, maire élu de Thiassalé. Bonjour Antoine Thiemoko Assalé. Bonjour. Merci d'être venu à Instant Vérité. Thiemoko Assalé, pourquoi l'éléphant déchaîné? Pourquoi l'éléphant déchaîné? Nous avons estimé qu'à un moment donné, dans un pays qui se veut démocratique, un pays qui se veut émergent dans quelques années, il faut qu'il y ait un média indépendant qui fait de l'investigation, mais qui se consacre surtout à la gouvernance, afin de permettre aux populations de savoir ce qui est fait avec leurs ressources. Donc, voilà les raisons qui nous ont poussé à créer l'éléphant déchaîné. Alors, l'éléphant déchaîné sort pour permettre aux Ivoiriens de comprendre ce qui se fait avec leur argent. Donc, vous êtes sorti en 2011. Donc, voilà 7 ans que l'hebdomadaire L'éléphant déchaîné se déchaîne sur la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut savoir, en termes d'investigation, en termes d'enquête, vos résultats? Les résultats sont nombreux. Nous avons fait beaucoup d'enquêtes. C'était quelques-unes qui sont emblématiques. L'affaire des impôts, la dernière affaire du guichet unique automobile et d'autres dossiers que nous avons sortis qui quand même ont contribué à créer de la visibilité sur ce qui est fait dans certains services publics. Et donc nous sommes dans notre rôle qui est de démontrer aux Ivoiriens ce qui se passe dans leurs services publics. Et il appartient maintenant aux policiers, aux magistrats et aux politiques de décider de la suite. Nous ne sommes pas des policiers. Vous revenez dans votre réponse chaque fois sur ce terme, permettre aux Ivoiriens de savoir ce qui se passe dans leur service public. Alors donc vos enquêtes sont toujours dirigées, sont toujours portées sur des affaires de corruption, donc de mauvaise gouvernance. Donc ces faits-là sont liés à un individu ou un groupe d'individus. Pourtant, il y a des faits de société qui interpellent. Auxquels les politiques n'accordent aucune espèce d'importance. Chacun fait son boulot. Il y a beaucoup de médias en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de journaux en Côte d'Ivoire, il y a des journaux d'information générale qui font ce genre de travail. Nous nous sommes concentrés sur ce qui concerne la gouvernance et ce qui concerne surtout l'intérêt public. Et donc, chacun son créneau. Nous avons choisi de faire de l'investigation, qui est une sorte c'est la crème du journalisme en tant que tel. Et donc, les médias d'intérêt, d'information générale, font ce que vous dites là, et nous nous concentrons sur des enquêtes profondes pour révéler des choses auxquelles tout le monde n'a pas accès. Mais alors je reprends pour dire que les enquêtes profondes peuvent se faire sur l'injustice sociale qui sévit, des choix des politiques, des choix que les politiques opèrent et qui impactent négativement la vie des uns et des autres, des milliers de vies. Alors pourquoi ces faits-là ne retiennent pas l'attention de l'éléphant déchaîné? Non, il nous arrive aussi de faire des enquêtes sur des questions, comme vous dites, d'injustice, qui ont un impact social assez important sur la vie des populations. Il nous arrive de faire ce genre d'enquête aussi. On a travaillé un peu sur l'histoire des déchets toxiques, l'après-déchets toxiques. Voilà. Et donc, il n'y a pas que des faits qui sont essentiellement liés aux ressources publiques. Il y a des choses qu'on fait aussi qui concernent la vie des citoyens tous les jours. Alors, votre vision m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que Thiemoko Assalé a des comptes à régler? Ou bien on lui demande d'étaler certaines personnalités qui deviennent un peu trop encombrantes?
Non, 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 on n'a pas de compte à régler. Nous sommes des journalistes. Notre rôle, c'est d'offrir aux populations une information qui est documentée, qui est crédible, afin qu'elles comprennent ce qui se passe dans leur pays. Alors, donc, on n'a pas de compte à régler avec des individus. Quand on fait un dossier, on ne regarde pas l'individu, on regarde le statut de la personne qui est concernée par le dossier. Est-ce que c'est un fonctionnaire? Est-ce que c'est un homme public? Est-ce que ce qu'il touche comme ressources appartient à la collectivité? À partir de ce moment-là, si ces critères sont remplis, on ne regarde plus la personne qui est devant. Nous démontrons aux Ivoiriens que tel individu ou bien tel service public ne fonctionne pas bien. Et le reste, les gens interprètent comme ils veulent. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, est-ce que la question qu'on aborde là regarde l'intérêt public? C'est tout ce qu'on se pose comme question. L'intérêt public, voilà. Voilà. Mais en même temps, on a vu dans vos parutions et tout cela qu'il y a des personnes qui sont souvent citées, des personnes qui reviennent. Et finalement, on a l'impression que vous en voulez à ces personnes-là, que c'est vraiment quelque chose de très personnel. Non, il n'y a jamais rien de personnel. Hein. Il n'y a pas de personnes qui sont citées ou qui reviennent. Nous faisons des enquêtes. Vous savez, il y a des gens aussi qui font beaucoup de choses. Hein. Et qui peuvent être impliqués dans plusieurs dossiers. Et donc, quand on fait des recoupements, que la même personne revient chaque fois au même niveau, on est bien obligé de parler de ces personnes. Mais ce n'est pas fait, je l'ai dit, à dessein pour briser des personnes choisies individuellement pour telle ou telle raison. Non, non, tout ce que nous faisons, tant qu'il y a de l'intérêt public derrière, tout le reste ne nous intéresse pas. Alors, est-ce que ce n'est pas finalement pour vendre que vous avez opté pour cette ligne-là? Non, mais dans tous les cas, c'est une entreprise de presse à vocation à faire du bénéfice. Hein. Voilà, on n'a pas quand même fait vœu de pauvreté, on cherche de l'argent aussi. Et donc, si des dossiers que nous sortons intéressent les Ivoiriens, évidemment, ils les achètent. Mais ce n'est pas tous les jours aussi qu'on a des scoops, ou bien qu'on a des grands dossiers qui intéressent les Ivoiriens. Il y a des jours aussi où les papiers ne marchent pas. Mais bon, dans tous les cas, c'est les journalistes qui travaillent, ils doivent être payés. Et donc, nous travaillons aussi pour gagner de l'argent. Alors, nous avons interrogé les Ivoiriens. Ils nous ont dit, par exemple, madame, écoutez, il y a un fait dans l'éléphant déchaîné qui nous chiffonne quelque peu. Il y a la méthode. C'est-à-dire qu'il y a d'autres méthodes plus délicates, plus subtiles, moins engagées, mais qui peuvent se révéler très efficaces. Mais avec l'éléphant déchaîné, ce sont des éclats, ce sont des bouleversements. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi les gens veulent qu'on fasse des omelettes sans casser les œufs? Il faut aller droit à la vérité. Est-ce que la vérité doit être matchée? Est-ce qu'il faille entourer ce qui est vrai par des subterfuges qui embrouillent la compréhension? Est-ce que nous avons des documents? Est-ce que ce que nous affirmons, est-ce que c'est prouvé? Si nous avons la preuve, on n'a plus à matcher. On va droit au but et on dit voilà ce qui s'est passé, voilà la preuve qui l'accompagne et le reste, c'est aux populations d'interpréter. Alors, comment ont réagi les personnes mises en cause dans vos enquêtes et puis, bon, ces personnes-là à qui vous avez donné peut-être l'opportunité de s'expliquer? Bon, pour la plupart du temps, les gens ne prennent pas le temps de réagir quand on les approche. C'est après parution qu'elles sont estomaquées, qu'elles sont étonnées. Mais généralement, ce que nous publions est tellement documenté que les gens n'ont pas grand-chose à dire par derrière. Parce que pour se plaindre, c'est que quand il n'y a pas de preuves, vous pouvez vous plaindre, c'est le tribunal comme vous voulez. Mais dès l'instant où il y a des preuves, dès l'instant où on peut tracer tout ce que nous avons fait, les gens ils sont obligés de... Vous avez dit quelque chose d'intéressant dans votre réponse. Vous avez dit certaines personnes ne réagissent pas quand on les approche. Ça veut dire quoi? C'est quand la personne refuse de vous recevoir, quand peut-être elle refuse de faire ce que vous voulez ou bien de répondre des actes, voilà, que vous publiez. C'est cela? Il y a ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Quand vous faites une enquête et que vos éléments vous conduisent à un individu qui occupe une fonction publique, vous êtes obligé, la loi vous oblige, la déontologie vous oblige à approcher la personne pour avoir sa version des faits. Mais quand vous approchez la personne par courrier, par n'importe quel mécanisme d'approche, elle doit s'expliquer. Dans le sens où la fonction qu'elle occupe est une fonction publique, elle est obligée de s'expliquer aux Ivoiriens sur les faits qu'on lui reproche. Alors les Ivoiriens disent que ça s'apparente à du chantage quand même. Ah non, vous avez des informations sur une personne, vous approchez la personne, vous dites, écoutez, monsieur ou madame X, nous avons telle information vous concernant. Si vous ne réagissez pas comme, je ne sais pas comment on entend, voilà, on va publier. Non, non, non. Est-ce que ce n'est pas du chantage finalement? Ce que l'éléphant déchaîné fait, vous allez voir dans toute la presse ivoirienne, on peut témoigner de cela. Toutes nos démarches sont tracées. C'est des courriers physiques. C'est des emails. Et donc, la personne qui a approché a un document écrit en main, hein, dans lequel nous avons posé des questions. Il n'y a pas de menace dedans. Nous disons que la loi nous oblige à vous approcher pour avoir une version des faits. C'est ce qu'on appelle le contradictoire. Avant de condamner quelqu'un, il faut le laisser s'exprimer. Donc, nous l'approchons, elle doit s'exprimer. S'il ne s'exprime pas, nous prenons acte de son refus de s'exprimer. Et puis nous publions.
Ce n'est pas une menace en tant que telle contre la personne qui est concernée par le dossier. Voilà, il n'y a pas de chantage, il n'y a rien dedans. Voilà. D'accord. Alors, dans les grandes démocraties, on a constaté que quand on est mêlé à une affaire de corruption, une affaire de fraude, tout cela, on démissionne. Mais sous les tropiques, l'impunité est difficile à briser. Alors, comment vous vous sentez face à cette situation? Vous avez, dans vos parutions, certaines personnes ont été mises en cause et tout cela, mais des enquêtes ont été, je vais dire, ouvertes, même pas de procès, il n'y a pas de suite. Comment vous vous sentez dans ce cas-là? Non, non, nous ne faisons pas de confusion dans notre travail. Nous sommes des journalistes. Notre rôle, c'est d'enquêter, c'est de révéler. C'est comme, en fait, il y a une formule qui résume ça. Nous levons le lièvre et c'est aux populations, c'est aux autorités de l'attraper. Quand nous révélons, c'est à la police, à la gendarmerie, c'est aux magistrats de faire leur enquête. C'est à eux de dire qui est coupable ou qui n'est pas coupable. Nous, on n'a pas ce pouvoir-là. Nous révélons et puis le reste, c'est l'autorité qui fait. Maintenant, si pas derrière, il n'y a rien. Nous, on n'a plus autre chose à faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas une certaine lassitude par rapport à ces enquêtes qui n'aboutissent pas, par rapport à des choses? Est-ce que vous, en tant que, je vais dire, journaliste d'investigation, vous ne voulez pas aller plus loin? Non, mais on va plus loin. Il n'y a pas une lassitude. On sait que souvent le contexte est tel que les choses n'avancent pas. Mais parfois aussi, ça avance. Vous avez vu le dossier sur le guichet unique automobile. Ça a été un grand scandale. Au moment où je vous parle, des gens sont en prison. Et donc, parfois, il y a une réaction. Ça dépend de l'ampleur de la révélation. Voilà, souvent les autorités réagissent. D'accord, oui. Justement, on sait que les autorités réagissent. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, eu égard à votre expérience, à vos expériences, vos nombreuses expériences dans le domaine de l'investigation, est-ce que la liberté de la presse est-elle réelle en Côte d'Ivoire? En tout cas, l'éléphant déchaîné, nous sommes en toute latitude, en toute liberté dans l'exercice de nos fonctions. Personne ne nous interdit d'écrire ce que nous voulons écrire. C'est vrai que souvent il y a des menaces, il y a des interpellations, mais ça reste dans un cadre. Et donc, nous continuons à faire notre boulot sans tenir compte de tout ça. Il y a des interpellations. Ouais. Alors, justement, le travail de journaliste d'investigation nécessite beaucoup de travail. Il est souvent pratiqué dans un contexte assez complexe. Assez complexe. Alors, comme ça, M. Timoko Saleh, vous avez écrit dans un article des Espérances, que vous avez titré des Espérances, vous avez dit « Heureux ceux qui ne savent pas et qui mènent leur petite vie tranquille et paisible. » Vous ne savez pas la chance que vous avez. Vous êtes fatigué, vous êtes donc désabusé par tout cela. Alors vous êtes lancé dans la politique. Est-ce là la solution finalement? Non, non, je ne suis pas désabusé. Ce n'est pas ça qui m'a conduit à la politique. C'était une réflexion que j'avais faite à la suite d'un dossier sur lequel j'avais travaillé et qui m'avait révélé combien de fois il y avait beaucoup d'inconscience dans la fonction publique. Combien de fois les gens ne prenaient pas conscience de ce que les ressources publiques doivent être gérées pour tout le monde et que personne ne doit s'accaparer ces ressources-là. Et alors, souvent, quand on sait ça, qu'on écrit et que par derrière, il n'y a pas vraiment de réaction, parfois on est un peu malheureux. Mais journaliste d'investigation, voilà. Homme politique, bon, on veut bien savoir. C'est un métier qui conduit à tout quand même, le métier de journaliste. Est-ce que la politique, c'est la solution finalement? Non, mais je ne suis pas en train de faire la politique. J'ai estimé à un moment donné que dans la ville où je suis né, il y avait matière à faire les choses autrement. La gouvernance, il fallait la faire autrement. J'ai estimé qu'il fallait que je me mette au service de ma population et que j'essaie de mettre à leur disposition les petits ressources dans la commune pour que le minimum leur soit offert. Voilà pourquoi je suis arrivé à ça. Alors les Ivoiriens veulent savoir quelque chose qui est vraiment très important à mon avis. C'est est-ce que la politique est votre vision des choses? Vous sortez les gros dossiers, vous déballez tout et tout cela. Est-ce que cette politique-là, avec votre vision, est-ce que ces deux peuvent faire bon ménage? Il n'y a pas d'incompatibilité entre ces deux choses-là. Vous savez que moi, je laisse l'attitude à ceux qui vont, à des confrères, de faire aussi des enquêtes sur ce que j'ai fait comme maire à Tessalé là-bas. Et donc, c'est parce que je suis devenu maire aujourd'hui à Tessalé que j'abandonne le métier de journaliste. Mais attendez, je vais continuer à faire mon travail de journaliste. S'il vous plaît, on ne va pas rêver là. Nous sommes sous les tropiques. On sait très bien comment se passe la politique dans nos villes et communes. On sait comment. Alors donc, on sait qu'il y a par moments des situations très difficiles où on est obligé de peut-être mettre de côté peut-être une certaine vision des choses. Alors, comment vous allez vous y prendre? Non, il ne faut pas faire de confusion. C'est une question de génération. Une génération à gouverner, elle est un peu à la fin de son cycle. Une autre génération arrive. C'est avec une nouvelle vision. On n'est pas là pour venir tomber dans les compromissions. On est venu pour travailler pour la population. Et donc, s'il y a des situations qui sont telles qu'on ne peut pas travailler, il n'y a pas de raison à briser sa vie pour ça. Voilà. Est-ce que la politique ne va pas vous museler? Est-ce que la politique ne va pas vous lier les mains?
Est-ce que vous serez libre de travailler? Ça dépend de l'environnement dans lequel on évolue. Si vous êtes dans des partis politiques, évidemment, vous êtes astreint à un certain comportement. Mais là, où vous êtes vraiment indépendant, il n'y a pas de risque que vous soyez muselé, puisque vous ne vous laisserez jamais acheter. Vous ne vous laisserez jamais acheter? Non. Pas Timoko Asali ne se laissera jamais acheter? Non, je ne ferai pas acheter. Et pourquoi? Mais parce qu'on n'a plus besoin de ça. Il faut que les politiciens soient au service de la population, que de se mettre là pour s'enrichir sur le dos de la population. Alors vous pensez que cette position que vous avez là peut changer grand-chose? Mais ça va changer grand-chose. Parce qu'à Tessali, quand même, on a réussi à gagner. Voilà, les populations nous ont voté. Ça veut dire qu'on leur a montré une nouvelle façon de faire les choses et qu'elles croient à ça. Et donc c'est un espoir qu'on a créé qu'il ne faut pas décevoir. Pour rien au monde, en tout cas. Mais vous-même, vous êtes déjà déçu. Vous avez dit que des fois, par rapport au sujet que vous déballez et tout ça, vous êtes déjà déçu. Alors si, à votre niveau, avec tout ce que vous savez, cela vous froisse, alors comment les populations vont-elles réagir? Non, mais ça dépend de l'environnement dans lequel on évolue. Je vous ai dit que tout est aussi lié à un passé. Hein. Si vous avez un passé qui est propre, votre avenir aussi peut être propre. Et donc, dans cette affaire-là, tout ce qui nous intéresse, c'est de nous mettre au service des populations. Et donc, c'est dans ce cas-là seulement qu'on va évoluer. Il n'y a pas une autre façon de faire les choses qu'on va faire dans cette ville-là. Alors, nous avons également fait des recherches. Nous savons qu'en Afrique de l'Ouest, il y a ce journalisme d'investigation qui est vraiment présent maintenant et tout ça, avec le cas au Ghana de Anas Aremerao. Voilà, Aremerao, je ne sais pas si je prononce bien son nom. Alors, donc, vous, comment l'éléphant déchaîné se situe à ce niveau-là, avec ce qui se passe au Ghana voisin? Parce que là, il use de moyens plus violents, par des infiltrations, par des caméras cachées et tout cela. Alors, comment l'éléphant déchaîné se situe par rapport à ce niveau d'investigation? Nous connaissons sa méthode, on n'est pas forcément d'accord avec ça, mais c'est une méthode aussi qui peut s'avérer efficace. L'essentiel est d'avoir les preuves de ce qu'on affirme. La méthode peut être un peu brutale, nous prenons un peu la méthode douce, lui il a son créneau à lui, il a des résultats et c'est le plus important. Est-ce qu'il arrive à démontrer ce qu'il veut démontrer? Pour nous, c'est ça le plus important. Pour le reste, finalement, il se substitue à la police, hein, ou bien encore aux forces de l'ordre. Ça, c'est pas le travail du journaliste. Non, il ne s'est pas substitué. Il a apporté les preuves qu'il y a eu corruption. C'est à l'État, c'est aux autorités, c'est à la police de prendre le relais. Lui n'est pas allé arrêter les gens. Il a démontré qu'ils sont dans un système de corruption, c'est tout. Voilà. Et nous, à l'éléphant déchaîné, c'est la même chose qu'on fait, mais avec des moyens plus doux. Voilà, avec des courriers, avec souvent des infiltrations aussi, hein, parce qu'on arrive aussi à envoyer des journalistes pour aller enquêter sur le terrain. D'accord, voilà. Vous avez dit tantôt que vous avez été menacé. Hein, quand vous avez sorti de grands dossiers, vous avez été menacé. Alors, expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Non, vous savez, on est dans un environnement qui peut être souvent dangereux. Il y a de grands dossiers qui peuvent briser des carrières. Hein, voilà. Et souvent, les gens n'acceptent pas qu'on veuille révéler. Et donc, par conséquent, ça peut être des menaces par écrit, des menaces par téléphone, et voire même des descentes à la rédaction, hein, pour cambrioler, pour voler les choses. Et vous savez qu'en juillet 2016, hein, on a été attaqué physiquement, hein, alors qu'on faisait une enquête sur la filière NACAD. Et donc, Dieu merci, comme on dit, on y a échappé, mais ça ne nous a pas empêché de continuer à faire le travail. C'est vrai, les menaces sont permanentes. Mais nous nous disons que tant que nous allons rester dans le créneau qui est le nôtre, à savoir ne pas écrire pour nuire aux gens, mais uniquement pour dire une vérité qui intéresse les Ivoiriens. À partir de ce moment-là, je pense que... Alors juste pour finir, quelles sont vos perspectives? Ben, les perspectives sont nombreuses. D'abord au niveau du journal, hein, je vais faire en sorte qu'il soit l'un des grands journaux d'investigation en Afrique de l'Ouest. Et donc le travail continue, nous sommes en train de chercher à renforcer la rédaction, puisque maintenant le premier responsable a d'autres responsabilités aussi au niveau de sa commune. Et donc on veut faire grandir le journal. Et puis maintenant au niveau de la commune, c'est essayer d'apporter un peu de changement aux populations qui nous ont fait confiance. Pour que dans 5 ans, elles puissent dire on a fait un petit parcours et que les choses vont changer aussi. Bien, donc voilà. Apporter le changement aux populations. Antoine Timoko Assalé, merci d'être venu à Instant Vérité. Merci pour vos éclairages et les plaisirs et aussi les risques qui s'intègrent parfois si dangereusement dans le métier de journaliste d'investigation. C'est la fin de Instant Vérité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans Matin Bonheur, mais tout de suite la publicité.